Salut les chroniqueurs! Vous êtes dans notre public à peu près 2/3 des abonnés. Vous avez gagné la Coupe du Monde 2 fois et vous avez fait plein de trucs extraordinaires, autant que par vos génies que par votre stupidité. Grande nation coloniale, militaire, touristique, diplomate, je parle bien entendu de la France. Mais quelles ont été les dates les plus importantes de l'histoire de ce pays? Mais t'es pas français toi? Non, moi je suis alsacien. Et comme l'histoire du pays est à peu près gigantesque, on va parler seulement d'après 1789. On pourrait aussi faire un épisode avant 1789 si par exemple des personnes demandaient dans les commentaires. Sur ce, voyons 5 dates à retenir sur la France. C'est par ici. Napoléon Bonaparte est sûrement le Français le plus connu de l'histoire. Génie militaire, grand dirigeant, il a par sa seule présence changé l'histoire française et européenne à jamais. Alors on va pas se faire toute l'histoire de Napoléon, puisqu'on a entamé le travail il y a 1 an. L'épisode 2 arrive très bientôt. L'année 1812, qui est l'expansion maximale de l'Empire français, va laisser place à une série de défaites en Russie qui mène en 1814 au traité de Fontainebleau. Napoléon doit capituler et aller en exil sur l'île d'Elbe, mais bon, à peine il arrive qu'il décide de s'évader et reprend le pouvoir pour la période que l'on appelle celle des 100 jours. Il tente de mettre fin à une énorme coalition qui essaie de le descendre à nouveau, mais il échoue à la bataille de Waterloo le 18 juin 1815, mettant fin définitivement à l'Empire français de Napoléon Ier. Et enfin, c'est la fin du tout premier chapitre révolutionnaire français. Et pour la 5e fois en l'espace de 26 ans, la France change de régime pour redevenir une monarchie constitutionnelle. C'est la fin de la domination européenne d'un pays qui aura tenu durant plus de 20 ans à toute l'Europe, passant d'une monarchie absolue à une monarchie constitutionnelle, à une république pour repasser à un empire, faisant de la France la première nation militaire du monde, titre qu'elle ne retrouvera qu'à la fin de la Première Guerre mondiale en 1918. 1815 a beau être la date d'une défaite française, c'est surtout celle d'un homme qui a énormément marqué l'histoire de notre pays, et qui malgré cette défaite de Waterloo est responsable d'énormément d'aspects actuels de notre pays. 1815 c'est aussi le début de la Restauration, la dernière époque monarchique de la France. Louis XVIII revient sur le trône de France. Une période royaliste qui ne va pas non plus durer, on va le voir, et pour ça on passe tout de suite à la deuxième date, c'est parti. Si normalement tout le monde connaît la révolution de 1789, on a un peu trop tendance à négliger celle de 1830, mais surtout celle de 1848, elle aussi très bonne cuvée, qui a mis en place la Deuxième République. Proclamée par Lamartine le 24 février 1848, devant l'hôtel de ville de Paris, elle a chassé le roi Louis-Philippe Ier, à une époque où l'émergence de la classe ouvrière va complètement restructurer la société et du coup entraîner de nouvelles tensions, et qui est une des causes de la volonté de changer de régime par de nombreux groupes révolutionnaires. Pour ceux qui l'ont vu, ça vous rappellera mon épisode sur Karl Marx, c'est le petit point communiste. 1848 marque beaucoup de choses essentielles qui vont arriver pour la France. On a tendance à l'oublier, mais beaucoup de changements prennent racine dans la fondation de la Deuxième République. Cette république n'aura duré que 4 ans, mais elle aura été pionnière dans tellement de choses qui vont permettre à la Troisième République de prospérer. Cette date est surtout la fin définitive de la monarchie. La France vit sans roi depuis près de 170 ans et ça ne va pas changer. Cette année marque aussi l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de notre bon vieux Napoléon Ier. C'est bel et bien le premier président de la République française et qui va surtout pas se gêner pour réinstaurer l'Empire français quelques années plus tard. Faudrait parler de ce type. Non aussi. Non mais il a une vie intéressante. Non, on a déjà beaucoup trop de retard, merde. Mais c'est marrant. Mais tout ce pan de l'histoire française a commencé en ce jour, le 24 février 1848. Et c'est ce jour-là où la France a cessé d'être un royaume. Mais c'était aussi lancé dans une république éphémère, mais très instructive. Mais malheureusement, cette date marque aussi le début des emmerdes, avec plein de troubles intérieurs. Et on voit ça tout de suite avec la 3e date. Nous sommes dans le 11e arrondissement de Paris, et une dernière barricade se dresse contre les Versaillais et ne va pas tarder à tomber contre leurs assauts. Cette terrible semaine appelée la Semaine sanglante a mis fin à la Commune de Paris de 1871 qui a suivi la défaite française face à la Prusse. La France fait enfin taire ses canons après 2 années militaires catastrophiques. Tout commence en 1870 lorsque l'empereur Napoléon III décide de déclarer la guerre à la Prusse d'Otto von Bismarck. L'empereur va être capturé à Sedan par les Allemands, l'Empire allemand est proclamé dans la Galerie des Glaces en 1871 et l'Alsace-Moselle est annexée. La Troisième République proclamée, celle-ci demande en urgence l'arrêt du conflit en 1873.
1871, alors que Paris est assiégé. Mais cela entraîne une révolte dans la capitale. En effet, la ville a été assiégée durant plusieurs mois et avait tenu avec succès. Les Parisiens en colère, le gouvernement doit s'exiler à Versailles, tandis que la commune de Paris est créée. L'arrivée de cette commune de Paris a été un bouleversement pour la France. Déjà car Paris, la capitale du pays, décide de se séparer du pouvoir central, et surtout car ce mouvement sera repris par tous les partisans d'extrême gauche, qu'ils soient en France, en Europe ou ailleurs dans le monde, dans le siècle qui va suivre. Et ce, comme un exemple de rébellion du prolétariat par rapport à la bourgeoisie. Si Paris s'est déjà insurgé contre ses dirigeants, cela ne partait pas souvent d'un mouvement populaire, et surtout pas avec une telle ampleur. Cependant, 130 000 soldats entraînés et aguerris contre des défenseurs qui ne sont que peu entraînés, ne laissait pas beaucoup de chance à la commune de Paris. Et le 28 mai 1871, après de violents combats, la commune est anéantie et la Troisième République s'impose enfin sur tout le territoire français. Et le dernier vestige des affrontements est au cimetière du Père-Lachaise où des combats de rue se sont produits entre Versaillais et communards avant que ces derniers ne soient vaincus. Le régime républicain à partir de ce jour va s'imposer dans toute la France et malgré de fortes instabilités durant un siècle et demi, va toujours réussir à se maintenir en place. À l'exception d'un régime qui aura duré 4-5 ans durant la Seconde Guerre mondiale et que l'on va aborder tout de suite. La défaite de 1940 est sûrement la plus lourde de conséquences, la plus humiliante et la plus difficile de l'histoire de la France. Jamais le pays n'a été autant ravagé, et surtout en si peu de temps. Pensant être bien préparé face à une attaque allemande en 1939, grâce notamment à la ligne Maginot, et aussi grâce à une armée qui, je le rappelle, reste victorieuse au sortir de la Première Guerre mondiale face à une Allemagne perdante, la France va se faire annihiler en seulement un mois. Cette débandade mène à l'armistice du 22 juin 1940. Elle est signée à Compiègne et marque le début de 4 années très sombres pour la France, dont la moitié sera dirigée par l'autorité allemande et l'autre par le gouvernement de Vichy. Cette défaite, le 22 juin, aura été un tournant majeur, car malgré cette défaite, la France aurait pu adopter d'autres stratégies pour pouvoir continuer la guerre, ou même encore en se retranchant en Bretagne ou même à Londres. Mais le conflit, ayant beaucoup trop entamé le cœur de la France, pousse le maréchal Pétain à demander l'armistice. Le 10 juillet, la Troisième République, vaincue et humiliée, se suicide en donnant les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. La France entre donc dans le régime de Vichy, un régime totalitaire qui aura du mal à maintenir l'unité du pays et ne pourra empêcher sa disparition 4 ans plus tard, à la fin du conflit. Après 12 ans d'instabilité constante, de décolonisation violente, la 4ème République est au bord du gouffre en pleine guerre d'Algérie. Une crise dont elle n'arrive pas à se sortir et qui exaspère les tensions des deux côtés de la Méditerranée. Après un mois d'absence complète du gouvernement, Pierre Pflimlin est élu président du Conseil. Celui-ci est partisan d'un cessez-le-feu avec le FLN, le Front de Libération Nationale. Mais le jour de son investiture, le 13 mai 1958, va au contraire faire sauter la poudrière qu'est Alger. Un coup d'état se produit dans l'actuelle capitale algérienne, à Alger, demandant le retour du général de Gaulle, afin de reprendre les rênes du pays pour pouvoir le sortir de la crise. Ce jour sonne le glas de la 4ème République, le général Massu et le général Salan étant à la tête de l'opération Résurrection, qui a donné le putsch d'Alger. Et on peut dire que c'est un sale an pour la France, parce qu'ils ont eu un coup de massue. Il m'a compris. D'accord, j'arrête. La Corse est conquise le 24 mai 1958 et Paris est prêt à être envahi par ses propres parachutistes 4 jours plus tard. Et on peut dire que c'est corsé. Cela force le président du Conseil à démissionner le 28 mai 1958, et ce quelques heures avant le début de l'opération de parachutistes sur Paris. De Gaulle est nommé dans l'urgence président du Conseil pour empêcher un coup d'état de se produire, même s'il y en a pas mal qui l'accusent de lui-même faire un coup d'état. Évidemment. De Gaulle ayant été appelé par les putschistes pour reprendre la main sur le pouvoir, son arrivée sauve peut-être le pays d'une guerre civile. Imaginez s'il avait continué de se terrer dans son silence, ou s'il était déjà mort, les conséquences que ça aurait eu sur la République française. Un peu comme durant la 4ème République, dans une période que l'on a appelée la traversée du désert pour vous dire, tellement il était absent politiquement et n'apparaissait plus en public. La 4ème République est cependant condamnée, le général de Gaulle obtient les pleins pouvoirs pour 6 mois, afin de changer la constitution qui va devenir celle de la 5ème République. Et c'est bien, je trouve, de se rappeler de ce contexte, la 5ème République a été créée il y a plus de 60 ans dans un contexte de guerre civile, ça explique un peu pourquoi il y a certaines lois qui sont encore en application aujourd'hui. Et c'est dans sa République, celle de notre bon vieux général de Gaulle, que l'on vit encore plus de 60 ans après. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les 5 dates à retenir sur l'histoire de la France post-révolutionnaire. N'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu avec un petit pouce bleu, un
petit commentaire. Et vous pouvez bien sûr partager la vidéo à vos potes, vous abonner, partager, faire la fête. Bref, faites vivre cette chaîne avec nous. Putain, c'est beau, j'ai l'impression d'être un politicien parce que c'est notre projet. Et vu qu'on n'a pas parlé de la France avant 1789, bah dites-nous si ça vous intéresse dans les commentaires. Voire même pourquoi pas parler de pendant les 5 républiques. On aurait aussi pu parler de 14-18, de mai 68, de 1944 à 1945, du 6 février 1934, mais on a décidé de parler des dates un peu moins connues. Mais aussi parce que des épisodes spéciaux seront prévus juste pour ces événements-là. Sur ce, à la prochaine. Histoire pour passion, YouTube pour métier. À bientôt pour des prochaines chroniques historiques. C'est par là. La défaite de 1940. La défaite. Il est fait. Je t'imagine les gilets jaunes parachutistes sur Paris. Avec des parachutes jaunes. Ça aurait une autre gueule quand même.